Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Patrick Chêne, vous êtes journaliste et vous êtes pour beaucoup de personnes de ma génération notamment, la voix du Tour de France, celle qui a marqué durablement pendant une décennie les amateurs de cette compétition. Mais votre CV est loin de s'arrêter là, votre carrière est d'une richesse impressionnante. Toutefois, avant d'aborder les différentes facettes de votre trajectoire professionnelle et personnelle, et pour introduire ce podcast, j'ai une première question toute simple à vous poser. Qu'est-ce qui vous a amené au journalisme ? J'ai commencé en 77 au Progrès de Lyon. En fait, je devais être avocat, je faisais une fac de droit, et puis en même temps, je faisais des piges au Progrès, puisque mon père travaillait au Progrès. Et puis, à un moment, j'ai eu une opportunité d'aller travailler à Dijon, aux Dépêches de Dijon. Donc, j'ai fait ça en même temps que la fac. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai dit, finalement, je vais faire journaliste plutôt qu'avocat. Et après, j'ai eu un parcours très linéaire qui m'a amené, en effet, à l'équipe en 82. Et finalement, ce qui vous intéressait dans le journalisme, c'était le sport ou c'était la pluralité de la discipline ? C'était un peu un hasard au départ puisque j'ai commencé aux Infogénés à Dijon et au bout de quelques jours même, un journaliste du service des sports est rentré chez lui à la Voix du Nord et donc il y avait une place et il cherchait quelqu'un qui avait une sensibilité, des connaissances sportives et il se trouve que je passais par là donc je suis passé tout de suite au sport un peu par hasard. Et vous aviez une prédilection par rapport au sport ou c'était parce que justement par hasard on vous l'a proposé ? Non, j'étais très très sportif. J'ai beaucoup joué au handball quand j'étais étudiant. J'ai joué au foot beaucoup. J'allais au basket puisque j'habitais à Villeurbanne. Je suivais l'Olympique Lyonnais. Non, j'étais très très sport évidemment. En 82, vous arrivez à l'équipe. Quel était le rôle que vous y aviez ? Alors l'équipe, j'ai été embauché en fait un peu par hasard comme d'habitude dans ces coups-là. Il y avait beaucoup de candidats et puis ils se sont intéressés à moi. J'avais fait un article dans le Progrès sur le dopage déjà avec Gemignani qui s'appelait Au bon temps des Enfées et Noël Codel avait remarqué cet article, il s'en souvenait. Et quand il se trouve que je l'ai rencontré à la remise des Merlins d'or à l'époque, je crois que ça s'appelait, à Paris, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis écoute, je suis toujours au Progrès. Il me dit écoute, si ça t'intéresse, postule à l'équipe, on va créer une place au service BHV, basket, handball, volley, cyclisme. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, un peu par miracle, puisqu'il y avait plusieurs centaines de candidats, et je me suis retrouvé dans le bureau des patrons, on a discuté, j'ai envoyé mes meilleurs articles, et puis ils ont décidé de m'embaucher, donc j'ai quitté Lyon pour Paris en janvier 82. Et finalement, vous allez changer de poste, entre guillemets, et de maison au bout de 3 ans. C'est l'un des marqueurs de votre carrière, c'est que vous avez fait énormément de choses, on va y venir tout à l'heure, finalement assez peu d'années. Vous allez à la télé du coup au bout de 3 ans, donc là aussi pareil, comment ça s'est fait ? Est-ce que la télévision c'était là aussi, était-ce un hasard ou c'était une volonté de votre part de changer de média ? C'était un total hasard également, puisque c'est Robert Chapat qui m'avait repéré, et je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, et Philippe Brunel, Bernard Père de la télé, quand il me voyait, il me disait alors... tu vas bientôt aller à Antenne 2, ça s'appelait comme ça à l'époque, Chapat s'intéresse à toi, et je n'étais pas du tout au courant, donc je croyais toujours qu'il se moquait un peu de moi. Et en fait, Chapat, en effet, parlait de moi, et un jour, c'est Gemignani encore qui m'a dit, tiens, tu sais que Robert s'intéresse à toi, à mon avis, il te fera une proposition un jour. Voilà, les mois ont passé, et puis au mois de novembre, je crois décembre, bien après le Tour, j'ai reçu un coup de fil me demandant de passer à Antenne 2, donc j'étais très surpris d'ailleurs. Et pour tout dire, j'ai refusé d'aller à Antenne 2 parce qu'ils me proposaient un salaire qui était inférieur à ce que je gagnais à l'équipe. Et j'étais déjà père de famille, donc j'ai refusé. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un appel d'Albert Duroy, qui était patron de la rédaction, qui dit « Qu'est-ce que vous attendez pour donner votre réponse ?» Je dis « J'ai donné ma réponse, j'ai dit non. » Il me dit « Écoutez, venez me voir. » Et puis finalement, le patron de d'Antenne 2 m'a reçu. Et ils ont accepté de s'aligner sur mon salaire de l'équipe parce que j'envisageais pas de faire baisser mon salaire pour montrer ma belle figure à la télé. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que déjà Robert Chapat vous avez repéré et souhaité vous intégrer dans cette équipe. Mais du coup, on est en 85 finalement. Votre premier Tour de France, c'est en 89.
Alors, non, j'en ai fait beaucoup avant. J'en ai fait pour le Progrès, j'en ai fait pour l'équipe, j'en ai fait pour en 22 tout de suite. J'ai créé le Journal du Tour en 85. C'était pas du tout mon premier tour en 89. Oui, alors attendez, quand je dis en 89, c'était en tant que commentateur principal à la télé. Hein. Ah bah je me voyais pas arriver en 85 tout jeune, 29 ans, et qu'on me dise tiens tu vas commenter le Tour de France, évidemment. Moi je pensais même pas intervenir dans Stade 2 avant plusieurs années. Non, ça s'est fait très très vite en fait, hein, puisque ça s'est fait 4 ans après mon arrivée. Je remplace Chapat en tant que leader du commentaire du Tour. C'est plutôt, pour moi ça a été en tout cas incroyablement rapide. Comment on se prépare pour un poste de commentateur? Et vous le disiez, vous étiez assez jeune en plus à l'époque, donc comment vous l'avez vécu cette première expérience? C'était troublant à plus d'un titre. D'abord de succéder à Robert Chapat, hein, qui était vraiment mon maître en télévision, à qui je devais tout. Et lui, évidemment, il était favorable à ce qu'un jour je devienne commentateur. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours un peu trop tôt hein, pour quelqu'un qui doit laisser la main. Mais il a été avec moi d'une énorme gentillesse. Mais il était quand même un peu meurtri parce que c'était la direction qui avait dit Robert, il vaut mieux commencer à passer la main. Parce que c'est vrai qu'il commençait peut-être à être un peu... on va dire fatigué 2-3 fois, donc bref, ils avaient décidé ça. Moi, je me retrouve là, donc avec une peur de le blesser. En plus, avec une grosse angoisse, parce que commenter, c'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il faut trouver le ton. Ça, c'était pas trop difficile, mais après, il faut pas se bourrer dans les sprints. J'avais tellement vu de commentateurs annoncer des mauvais vainqueurs que je me suis dit, j'ai pas le droit de faire ça. Bon, il se trouve que j'ai plutôt une bonne vue, que je connaissais bien les coureurs. Mais bon, c'était du stress, évidemment. J'ai vécu ça avec beaucoup de stress, c'est sûr. Et juste une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, mais Robert Chapat, parce que tout à l'heure, vous disiez, Robert Chapat, vous avez repéré, mais justement, comment il vous a repéré en tant que journaliste de presse écrite, finalement, pour devenir commentateur? Vous l'aviez rencontré physiquement? Vous aviez parlé avec lui? Parce que commentateur, c'est aussi une voix, quelque part. Oui, c'est pourtant ma voix, elle est pas terrible. Hein. Elle est très reconnaissable. C'est ce qui donnera plutôt de la force à ma voix plus tard. Mais elle est pas belle. J'ai pas une belle voix ronde. Bien, j'ai une voix plutôt cassée. Non, il jouait pas là-dessus. Je l'avais rencontré, j'avais dîné 1 ou 2 fois avec lui. Mais vous savez, quand vous dînez avec Geminiani, Blondin, Chapat, Anctil, vous ouvrez pas beaucoup quand vous avez 29 ans. Hein. Vous restez dans votre coin, vous écoutez, vous êtes au spectacle. Donc non, un jour il m'a dit, je vous ai embauché parce que vous aimez les gens. Et pour réussir à la télé, il faut aimer les gens. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Ça m'avait un peu troublé, mais c'est pas totalement faux. Vous avez un palmarès, on va dire plutôt un CV long comme la main et très atypique sur ces années-là, parce que vous êtes journaliste de presse écrite de télévision, présentateur de Stade 2 pendant 4 ans, vous avez été également commentateur pendant 12 ans, présentateur de JT pendant 4 ans, directeur du service des sports pendant 3 ans. Voilà, pourquoi cette polyvalence? Est-ce qu'elle vous était imposée ou c'était votre choix? Ah non, ça a toujours été mon choix, j'ai eu cette chance. Mais je trouve que moi je trouve pas que ça allait si vite que ça. Hein. Vous avez des gens qui sont devenus connus, qui sont devenus célèbres très très vite, qui ont eu des carrières totalement éclairs. Moi, c'est très linéaire. Hein. Je commence en 77 dans la presse départementale, 78 presse régionale, 82 presse nationale, 85 télévision journaliste, puis reporter, puis présentateur, puis commentateur. Je vois pas de sursaut. Il y a pas le sursaut important, ça a été peut-être quand on est venu me chercher pour me proposer le journal télévisé. On m'a proposé le 20h en 94 que j'ai pas pris parce que pour plein de raisons. Et puis en 95, on m'a proposé le 13h. Là, j'ai dit oui. Voilà. Moi, j'ai jamais ressenti d'accélération très très forte. Après, que je sois polyvalent, que je fasse beaucoup de choses et que j'aime changer de terrain, oui. Mais je crois pas que c'est allé si vite que ça par rapport à ce qui pouvait se passer pour d'autres présentateurs, notamment de jeux, de variétés, etc., qui étaient inconnus et 2 ans plus tard devenaient les gens les plus connus de France, quoi. Et parmi ces casquettes, vous avez également présenté la chaîne Politique Matin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui veulent absolument segmentiser le rôle des journalistes? Un journaliste sportif ne peut parler que de sport et pas d'autres thèmes. Moi, le changement, il n'a pas eu lieu à Politique Matin, puisque j'ai présenté le journal de 13h, donc le journal de Sédac, ça a eu lieu, parce que qu'un présentateur du journal de 13h se retrouve présentateur d'une émission politique, c'est pas incohérent. Le vrai changement, ça a été de me prendre au sport et de me mettre à la présentation du journal en 95. C'est là où ça a été le grand saut.
Et bon, si j'ai été choisi, c'est pas par hasard. Je veux dire, des gens comme El Kabbach, comme Jean-Luc Manot, ils font pas des choix comme ça au hasard. C'est parce que ils savaient, et pardon, je l'assume, que j'avais un background, j'avais une culture, que j'avais une formation qui faisait que j'étais capable de ne pas parler que de sport et que j'avais un savoir-faire de présentateur qui me présente. Quand vous présentez une émission en direct comme Stade 2, que vous commentez le Tour, vous présentez un journal télévisé, si vous avez la culture pour le faire, c'est de la rigolade, parce que c'est beaucoup plus facile. Après, il faut simplement être assez solide pour ne pas... c'est plus dangereux quand on dit des bêtises sur un sujet politique que quand on dit une bêtise sur un palmarès sportif. Mais autrement, ce sont des gens qui ont fait des choix au regard de ce que j'ai comme, modestement, mes qualités. Il y a des choses que je sais faire, donc ils ont fait un diagnostic. C'est des maquignons, hein. C'est comme Chapat quand il me fait venir à la télé. Il se dit, lui, il réussira à la télé. Et El Kabbach ou Mano, quand ils me disent, tu vas venir au 13h, et c'est qu'ils savent que je suis capable de présenter un journal. Ça, je crois que c'est aussi simple que ça, hein. Et parmi toutes ces expériences justement télévisuelles ou même journaliste presse écrite, quel est l'exercice qui vous a le plus plu? C'est difficile. Moi, j'aime pas les classements. Je peux pas répondre à cette question. Je peux pas dire. C'est comme quand on dit à un sportif quel est votre meilleur souvenir. Je veux dire, moi, j'ai adoré présenter mon émission politique alors que c'était sur une petite chaîne par rapport à l'audience que je pouvais faire avec Stade 2. Je devais faire, je sais pas, 20 fois moins d'audience ou 30 fois moins. Et je me suis éclaté parce que j'avais des éditorialistes formidables, des invités politiques extraordinaires. Je me suis régalé à présenter le journal, même si c'est un peu tous les jours la même chose. Je me suis régalé à commenter le Tour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pas de classement, je suis incapable de le faire. D'accord. Et vous êtes également président de l'Union sportive d'Avignon, festival de Carpentras. Une question toute bête, parce que c'est vrai que vous faites d'apparence, vraiment d'apparence, moi qui ne vous connais pas, si ce n'est à la télévision ou sur Twitter, paraissez plutôt quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, d'assez modéré. Et finalement, c'est vrai que vous touchez à énormément de domaines, même si vous me dites que finalement c'est presque normal pour vous. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, moi, ça me paraît, vous paraissez quelqu'un finalement de très dynamique. Est-ce que vous appréciez de vous ennuyer? Non, je suis hyper actif, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute. J'écris, je m'occupe du basket, je m'occupe de mon domaine viticole. Oui, je suis un hyper actif. Ça, je l'assume totalement. Mais c'est vrai que je suis pas un excité. Je fais les choses calmement, mais j'en fais beaucoup. J'ai peut-être une capacité de travail importante, ou en tout cas je travaille vite. J'ai pas besoin de réunions de 3 heures pour prendre des décisions pour le basket. J'ai pas besoin je choisis tout de suite une équipe de bénévoles de qualité. Je suis un fédérateur, je sais rassembler des équipes. Oui, pour le festival de Carpentras, si on a fait un super festival, c'est parce que j'ai réuni une super équipe. Mais voilà, ça on va dire que c'est mon trait de caractère, c'est que je suis hyper actif et que je suis plutôt fédérateur. Donc je réunis des bonnes volontés autour de moi, parce qu'on fait jamais rien tout seul. Et puis après, je lance les choses, j'aime faire. J'aime pas parler des choses, j'aime les faire. Alors, je reviens en 2000. En 2000, vous quittez France Télévisions. Finalement, pourquoi? Parce que c'est vrai que vous avez quelque part un petit peu, là aussi d'extérieur, le profil d'une personne qui aurait pu être un des anciens de la chaîne aujourd'hui, parce que vous avez un petit peu, vous avez l'âge de cette génération qui est encore chez France Télévisions pour certains. Je pense notamment Patrick Montel. Finalement, pourquoi vous, alors que vous étiez une personnalité forte de France Télévisions à l'époque, vous êtes parti? Justement, pour pas être l'ancien de service, j'ai quitté France Télé quand il fallait. J'ai quitté le domaine actif de la télé quand il fallait. J'essaie d'avoir un coup d'avance, quoi. Je veux pas être celui qui fait le combat de trop. Voilà. Donc, je préfère faire un nouveau combat que de faire le combat de trop dans un domaine où j'ai déjà donné. Voilà, moi être un éditorialiste qui pleure pour avoir une petite place dans une émission de temps en temps, être un ancien de la télé, comme vous dites, être au service des sports de France d'aujourd'hui, pour moi, ce serait une catastrophe dans mon parcours, quoi, parce que c'est pas que je respecte pas le service des sports de France Télé, c'est que je suis passé à autre chose. Je suis passé à un autre type de relation au monde du travail, une autre type je suis passé dans le privé, et après je suis revenu dans le public pour Politique Matin. Mais j'ai besoin de rebond. Je peux pas rester au même endroit. On est obligé d'être essoufflé à un moment. Et justement, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, vous créez Sport et Vert. Et
Ça veut dire quelque part, parce que c'était pas encore forcément la grande époque du net, on était à l'émergence du net. Vous l'aviez senti venir, vous, justement, cette force d'Internet? Bah oui, si je suis parti là-bas, évidemment. Ça aurait pu être à Paris. C'est la volonté d'avoir un coup d'avance, quoi, de se dire, tiens, vous savez, a priori, selon mes informations, on n'a qu'une vie. Donc, autant l'utiliser à faire des choses qui peuvent vous apporter des émotions, des satisfactions, Moi, je suis un meneur d'équipe, j'aime avoir des équipes. Alors là, j'ai monté une équipe à nouveau. Voilà, c'est un peu le trait d'union de mon parcours. C'est que j'ai toujours créé des équipes, que ce soit pour couvrir le Tour de France, que ce soit en tant que directeur des sports, que ce soit en tant que présentateur du journal, que ce soit en tant que patron de Sport Ever. Voilà, j'aime avoir une équipe avec moi. En parlant d'équipe, alors là c'est une question que je pose et je vais pas être intrusif, hein, c'est pas le but. Mais vous avez 5 enfants. Comment vous avez réussi à gérer cette carrière avec finalement cette famille nombreuse, sans aller au-delà d'un sphère privée? Sur la une de Télé 7 jours avec mes enfants. Voilà comment je vais le régler. C'est la meilleure réponse. Chacun chez soi. Le dernier grand choix que vous avez fait, enfin peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en jachère peut-être, mais depuis 2013, donc vous êtes vigneron. Alors c'est vrai que moi qui vous écoutais à la télé en 95, je vous aurais pas projeté dans ce métier-là, et je pense que personne vous aurait projeté dans ce métier-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'est fait ce choix, et surtout quelle a été l'étincelle qui s'est dit ça y est, je vais être vigneron. Alors d'abord, quand je relis, enfin je les relis pas souvent, mais mes enfants parfois me ressortent des trucs. Toutes les interviews que je faisais à l'époque, Télé 7 jours ou autres, on me disait quelles sont vos passions, je répondais toujours le vin. Donc c'est pas par hasard. Ça fait des années que je m'intéresse au vin, j'avais beaucoup acheté de vin, j'avais une belle cave, je visitais des domaines, je m'intéressais à la fabrication du vin. Et puis un jour, je me suis dit, je veux pas être un vieux journaliste, je préfère être un jeune vigneron. C'est-à-dire que si je traîne dans les émissions, comme on voit tous ces éditorialistes un peu âgés, c'est pas mon ambition. Je les respecte, hein, ils apportent sans doute beaucoup, hein, mais c'est pas mon ambition. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et puis, le hasard a fait que j'ai eu l'opportunité de trouver une région, un projet. J'ai créé quelque chose dans un domaine qui n'est pas une surprise pour moi, puisque ça fait 30 ans que j'en parlais. Mais voilà, et puis j'avais envie de revenir aussi à la nature. Je vis dans un cadre, dans ces moments de confinement, on l'apprécie, quoi. Je vis dans un cadre absolument exceptionnel. Et puis c'est aussi une volonté de quitter un peu ces années business. J'ai quand même mené une boîte pendant 15 ans. Peut-être changer un peu de dimension, de revenir un peu plus à l'essentiel. Et donc là, vous êtes jeune vigneron, mais plus tard, vous allez devenir vieux vigneron. Est-ce que la retraite, c'est quelque chose qui vous effraie? Pas du tout. Je suis à la retraite déjà, moi, de mon métier de journaliste. Oui, de journaliste, mais vous êtes toujours actif voilà. dans ce sens-là. Oui, je suis toujours actif. Mais la retraite, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire rien faire, la retraite. Ça veut dire changer de statut. Mais je crois que ce débat est un peu vain, de savoir si on veut être à la retraite. Je connais peu de personnes qui se disent, à part ceux qui ont des travaux très très difficiles, alors, ça c'est pas pareil, hein, moi je suis un privilégié, mais qui se disent, vivement à la retraite que je foute rien, quoi. C'est triste. C'est très triste. Il y a des gens qui bricolent, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui s'occupent de leurs petits-enfants, il y a des gens qui montent des boîtes, il y a des gens qui font plein de choses. Mais se dire, tiens, je vais arriver à la retraite et je vais rien foutre, je vais attendre la mort, quoi. C'est quand même pas très marrant. Hein. C'était pas vraiment dans ce sens-là que je voulais le dire, mais. Ouais, non, mais il y a des gens comme ça qui se disent, tiens, la retraite, c'est terrible. Ben non, la retraite, c'est génial, on peut faire plein de choses. J'ai une seule question sur le sujet de votre cancer de la vessie, et donc aujourd'hui les médecins vous ont déclaré guéri. Donc je vais pas vous interroger sur l'épreuve intime, en plus vous en avez fait un livre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement que vous avez aujourd'hui par rapport au service public. Et cette image, finalement, et on le voit sur les réseaux sociaux, c'est un thème, vous en parlez systématiquement de façon positive, très positive. Cette fibre un petit peu sociale, vous l'aviez auparavant, cette épreuve, ou c'est cette épreuve qui vous l'a fait naître? Disons que je l'ai eu dans la mesure où j'ai été patron.
Et j'ai toujours été un patron avec une connotation sociale très développée. C'est-à-dire que quand j'ai monté ma boîte, je voulais pas qu'un journaliste gagne moins de 2000 € par mois. J'ai été la première boîte de nouveaux médias à avoir un comité d'entreprise, tout ça. Enfin, voilà, je suis assez, oui, j'ai cette fibre. Sur ce qui est du service public de l'hôpital, j'étais totalement extérieur à ce monde, je le connaissais pas. La chose que je retiens aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai dénoncé il y a 2 ans, ben on le paye aujourd'hui. Donc les gens qui parlent comme moi et qui veulent mettre en avant les soignants, on les écoute pas. J'ai fait un bouquin, j'ai fait des interviews qui ont été reprises, vues 10 millions de fois sur le web. J'ai jamais eu un coup de fil, un signe des autorités pour me dire tiens, vous pourriez peut-être réfléchir au sujet, ou est-ce qu'on peut juste rencontrer les gens. Non. Et c'est la preuve vivante que tout ça est géré par des administratifs qui n'ont qui n'ont pas assez, on va dire, de fibres opérationnelles soignants, quoi. Donc c'est le mal est là. Hein. C'est qu'on a laissé aux administratifs et aux financiers gérer un domaine qui doit être géré évidemment par les gens du terrain, quoi, les gens. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur la deuxième partie, donc Patrick Chêne, le commentateur. On a l'équipe qui retransmet ces derniers jours des courses cyclistes que vous commentiez. Alors, me concernant, pour revoir ces étapes et entendre votre voix et celle de Bernard Thévenet, ça me replonge immédiatement dans mon adolescence. C'est quelque chose d'assez fascinant. Vous êtes devenu une Madeleine de Proust auditive cycliste, quelque part, pour les gens de ma génération. Est-ce que vous en avez conscience ? Et si oui, qu'est-ce que vous ressentez quand, par exemple, moi je vous le dis ? J'en ai conscience, oui. Je vais faire de la fausse pudeur, on me le dit trop, évidemment. Ce que je ressens, ça me fait plaisir. Je veux pas vous dire que c'est désagréable, évidemment. C'est quelque chose c'est une satisfaction quand on fait ce métier-là. C'est bien pour donner aussi non seulement du plaisir, mais d'avoir la sensation de bien faire son métier. Évidemment, je vais pas vous dire non, je suis un commentateur totalement nul. Les gens sont complètement sur une autre planète à penser que j'ai bien fait mon boulot. Non, d'accord, oui, j'ai bien fait mon boulot. Je l'assume et je suis content. Enfin, je suis content. C'est pas non plus l'objectif de ma vie. Mais quand on me dit ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, je pense que oui, il y a pas de. Oui, je l'assume totalement. Et aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle génération qui découvre votre voix grâce à ces retransmissions, rediffusions. Et finalement, il y a une sorte de consensus là aussi sur les commentaires quand on les voit sur les réseaux sociaux, qui en effet remarquent la qualité du commentaire, alors que votre style finalement est assez différent de vos successeurs. Qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique par rapport justement à ces personnes ? C'est difficile de. Moi, je pense que ce qui compte, d'abord, c'est la crédibilité. Hein. Si on dit une connerie toutes les 6 secondes, c'est un petit peu embêtant. Ce qui fait, je crois, la différence, c'est que j'ai un style direct. C'est-à-dire que je parle à l'antenne comme je parle dans la vie. C'est-à-dire que je suis c'est un type, on va dire, naturel, qui fait que je rentre dans le salon des gens, en quelque sorte. Et c'est vrai que les rares fois où je me suis permis de donner des conseils à des gens qui m'en demandaient, parce que si on m'en demande pas, j'en donne pas, c'est de dire arrêtez de réciter, mais parlez. Ne faites pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le Tour de France, sur France Télévisions. Ça me rend dingo. Je comprends pas qu'on puisse trafiquer sa voix sous prétexte qu'on est à la télévision. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est les silences. Moi, c'est ce qui me frappe quand j'entends, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai regardé une demi-étape. J'ai du boulot ici, puis je vais pas me mettre devant la télé l'après-midi, donc j'ai regardé une demi-étape, l'étape de Courchevel. Et j'ai été frappé par des silences. Pas dans la dernière demi-heure, évidemment, parce qu'après on met la pression, mais au début de l'étape, le nombre de silences que je pouvais laisser, on entendait les vélos, je faisais des signes à Bernard, d'ailleurs, Thévenet, je lui disais, ou à Chapat, je faisais un petit signe du style on se tait et on laissait 30 secondes, 40 secondes. Ça, malheureusement, je crois que ça n'existe plus, qu'ils se sentent obligés d'occuper l'antenne comme si c'était de la radio. C'est pas de la radio, c'est de la télévision. Voilà. C'est peut-être ça la différence. Et c'est vrai que cette notion du silence, je l'avais notée, parce que vous en aviez parlé là récemment, en ai fait lors de ces rediffusions, mais je me rappelle que vous en aviez parlé également précédemment, il y a quelques mois,
Donc j'avais bien saisi que pour vous c'était quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi c'est en tant que téléspectateur, je réagis. Moi, quand j'écoute quelqu'un qui parle sans arrêt, ça me saoule. Donc j'ai envie aussi de respirer. Et puis la troisième chose, pour être tout à fait clair, mais il ne s'agit pas de condamner les autres, il s'agit juste de dire ce qui me semble essentiel, c'est de donner des informations. Quand on franchit la ligne d'arrivée, je donne systématiquement le maillot jaune, l'écart, j'ai un papier, un crayon, je fais mon boulot. Moi, d'entendre dire, un tel devrait peut-être prendre le maillot jaune, on va savoir, ça me rend dingue. Je veux dire, je suis pas là pour suivre l'étape, je suis là pour la commenter, c'est un métier. Mon métier, c'est de donner des infos. Les 8 secondes de Fignon, si je bosse pas avec mon petit crayon, si je fais pas mon calcul, ce moment de télévision n'existe jamais. Je fais attention, il a peut-être perdu le Tour de France, on va le savoir dans quelques instants. C'est ridicule. Et ce manque de rigueur m'étonne parfois. Alors attention, je condamne personne, faut surtout pas me faire dire maintenant c'est moins bien qu'avant, etc. Je dis simplement ce que pour moi, ce qui me semble essentiel. Voilà. Et ce rapport au silence, quelque part, est-ce qu'on est dans une époque qui autorise le silence? Parce qu'on sent bien que, je pense aux commentaires, encore une fois, je reste sur le cyclisme, mais on est sur des équipes qui se densifient. On a de plus en plus d'intervenants, de consultants. 3 personnes sur le plateau, maintenant, c'est devenu une norme, en plus des motos. Est-ce que, justement, ce silence, quelque part, aujourd'hui, est encore possible? C'est une bonne question. Moi, 3 personnes, je trouve ça absolument pas nécessaire. Mais bon, après, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire du tout. Et c'est moi qui ai apporté, je pense, le côté Tour de la France en montrant les monuments, etc. Mais pareil, on passe d'une idée qui me semblait bonne à un excès total. Quand je vois que sur le Tour, de temps en temps, l'image s'en va sur un château, vous rentrez dans le château, vous voyez plus les coureurs. Mais c'est une ineptie. Indirect, on ne doit pas lâcher une seconde les coureurs. Moi, il y avait une fenêtre où on voyait un beau château. Maintenant, on rentre dans le château et vas-y. Et pendant une minute, on voit plus les coureurs. Moi, je trouve que cette réalisation, c'est une incohérence totale. La télé, c'est un métier. On raconte une histoire. Le Tour de France, c'est une histoire. On raconte cette histoire. On doit raconter l'histoire de A à Z. Si j'ai demandé, imposé, entre guillemets, les étapes en continu, c'est pas pour aller visiter un château pendant une minute. C'est pour rester sans arrêt sur l'événement. Après, on montre le château. Un petit coup d'hélico, un petit coup de fenêtre, une interview faite le matin dans une petite fenêtre. Mais on lâche pas l'événement. Je veux dire, c'est une philosophie. C'est une vision. Et pareil, le commentaire, dans un commentaire, il y a un leader, il y a un consultant, et il y a des motos. Moi, j'avais la chance d'avoir sur une moto la personne qui nous faisait le culturel, entre guillemets, Jean-Paul. Donc c'était un mix des deux, c'était très équilibré. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je détiens en aucun cas la vérité, et je dis juste que moi, je faisais, et j'essaie de comprendre pourquoi ça plaisait, on va dire... Alors après, il faut se méfier de la nostalgie. Il y a des gens... D'ailleurs, moi, quand j'ai vu qu'ils allaient retransmettre mes étapes, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des gens qui vont se dire, finalement, c'était pas aussi bien que ça. Parce que c'est vrai que, vous disiez, Madeleine de Proust, on a tendance à enjoliver un petit peu. Hein. Comment vous, justement, vous analysez, parce que j'imagine forcément que vous devez avoir un petit regard critique sur la qualité de ce que vous faisiez à l'époque quand vous regardez une étape aujourd'hui. Comment vous l'analysez? Non, je n'analyse rien. Non, je vous dis, j'ai regardé 1 heure, on peut pas analyser un truc qui a eu lieu il y a 20 ans ou 25 ans. Ça sert à rien, je veux dire, pour l'époque où c'était, voilà, ça avait du sens, ça va, maintenant on fera autrement, mais je veux pas poser un regard critique ni sur ce qui se fait aujourd'hui, ni sur ce qui se faisait à cette époque. Ça me semble assez vain comme raisonnement. À votre époque, vous n'aviez pas, par exemple, des outils qui sont aujourd'hui, qui paraissent presque indispensables pour celui qui regarde la course. Je pense au compteur de kilomètres ou je pense aux écarts GPS. Non, oui, j'avais pas les écarts GPS, mais j'avais l'ardoisier, j'avais Jean-Paul sur la moto, j'avais des coureurs sans casque, j'avais des coureurs sans oreillettes. Alors, j'aime pas c'était mieux avant, hein. Mais des coureurs sans oreillettes, je peux vous dire que c'était mieux avant. Hein. Ben justement, parce que là vous abordez un petit peu la suite de ma question. Donc c'est justement moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous faisiez avant, et je pense notamment à toute la relation avec la régie, parce que quelque part finalement, paradoxalement, vous aviez moins d'informations, mais ça devait être plus dur de
de les remonter, j'imagine. Donc à gérer, justement, ça m'intéresse de connaître un peu les coulisses. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui quand vous voyez une course en 2019 par rapport à ce que vous aviez auparavant? J'aime pas ce genre de comparaison, mais bon, pour jouer le jeu, je vais vous dire que moi, les casques et les lunettes, c'est bien, mais maintenant, pour reconnaître un coureur, bonjour, voilà, on dit, tiens, c'est un tel, oui, mais de toute façon, on voit pas sa tête, donc je vois pas pourquoi on dit que c'est un tel. On voit son numéro, je sais pas, son numéro de cadre ou de dossard, on reconnaît son allure, mais je veux dire, je trouve ça très, très gênant. Les écarts, je vois pas l'intérêt, mais vraiment pas une seconde l'intérêt d'avoir un écart 10 secondes avant, 5 secondes avant. Un écart en vélo, c'est quelque chose qui évolue. Dans l'instant T, ça n'a pas une importance capitale. Donc nous, on avait des écarts, et puis en plus, ça donnait une vie. Je pense que si les téléspectateurs se régalaient autant, c'est parce que ils vivaient en même temps que nous la prise d'écart. Je me suis arrêté au panneau 20 km, j'attends les poursuivants, c'est une histoire. Les poursuivants arrivent, top, il y a une 40, voilà, c'est autre chose qu'un GPS permanent. Je veux dire, c'est l'histoire de la vie, le Tour de France. Et le Tour de France aujourd'hui, mais attention, c'était mieux avant, mais le Tour de France, il est déshumanisé. On voit plus les coureurs, on voit plus leurs yeux, on voit plus leur tête. Ils ne prennent aucune décision puisque c'est le directeur sportif qui leur dit ce qu'il faut faire. J'appelle ça la déshumanisation du cyclisme. Il n'y a pas de place à l'erreur. Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on commençait à rentrer suite à l'affaire Festina, est-ce que justement ça a joué aussi dans cette envie d'arrêter ce type d'exercice? Ah non, moi j'ai arrêté parce que je suis parti monter ma boîte, j'ai pas arrêté parce que j'en avais marre de faire cet exercice. Ma décision n'a pas été de quitter le Tour de France, ma décision a été de monter ma boîte. Ça aurait pu être faire partie du lot, dans ce sens-là. Ouais. Oui, c'était moins marrant, oui c'est vrai. Et puis moi quand je fais la même chose pendant plus de 10 ans, j'avoue que j'ai plutôt par essence envie de faire autre chose. Une chose et une précision, par rapport à ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, il y a une chose que je n'aurais pas acceptée, c'est de commenter dans un camion. Parce que si j'étais à Paris, ce serait exactement la même chose. Vous le savez, ils commandent devant une télé quand même. Oui, et ça, moi, mes plus grands, faits de commentaires, c'est Laurent Fignon, parce que je regarde avec mes yeux, je prends des points de repère. Si je suis devant la télé, je peux pas le faire. Donc les 8 secondes. La victoire du Clos Lassalle contre Ballerini dans Paris-Roubaix, parce que je suis sur la ligne d'arrivée et que je vois Duclos gagner, alors que Ballerini lève les bras et tout, je crie non, c'est Duclos qui a gagné parce que je suis sur l'arrivée. Si je suis devant la télé et que je vois la même chose que vous chez vous, quelle est ma valeur ajoutée? Moi, j'aurais jamais accepté, qu'on me mette derrière la ligne d'arrivée dans une zone technique, dans un camion. Je trouve ça une aberration, même pour l'ambiance. On commande pas de la même manière. Moi, je voyais les gens en face de moi qui étaient agglutinés sur les barrières. J'avais l'ambiance Tour de France. Là, les gars, ils sont dans les camions climatisés. Je trouve ça, mais ahurissant. En 98, forcément, il y a l'affaire Festina. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement l'affaire Festina, comment on le vit en tant que journaliste, parce qu'en tant que journaliste, c'est une mine d'or d'informations, il se passe énormément de choses. Ce tour était fou. Donc en termes d'informations, en termes d'événements, il se passe énormément de choses. Mais d'un autre côté, cette affaire, elle détruit également l'image du sport qu'on est en train de vendre, entre guillemets, quelque part à la télévision. Donc comment on vit et vous, comment vous avez vécu ce moment? Vous l'avez très bien résumé. En tant que journaliste, très excité, parce que moi, quand il se passe quelque chose, quand je présentais le 13h, qu'il y avait des attentats, des choses comme ça, c'était épouvantable, ou que François Mitterrand meurt, mais l'excitation de l'événement est prendre dessus. C'est-à-dire que vous essayez de faire le mieux possible votre boulot, vous allez dans tous les sens, vous organisez le truc, et voilà, ça c'est le côté, en effet, qui était prédominant, c'est qu'on est sur un événement et on doit le couvrir. Le deuxième côté, en effet, c'est que tout s'écroule et que on se retrouve dans une ambiance délétère, mais absolument épouvantable, avec l'arrivée que je garde toujours en souvenir, mais avec un sourire tellement c'était grotesque, l'arrivée des donneurs de leçons, qui avaient des journaux présents sur le Tour depuis 20 ans, qui n'avaient jamais sorti une affaire de dopage, ce que moi en revanche j'avais fait, et qui d'un seul coup se retrouvaient à dire ouais mais de toute façon ils devaient savoir. Alors ce que je leur répondais c'est si moi je devais savoir, pourquoi vous saviez pas? Moi je suis dans mon poste de commentateur toute la journée, vous avez que ça à foutre d'aller enquêter un petit peu. Il y avait 1000 journalistes sur le Tour, il n'y avait pas tout ce qui est sorti après. C'est là où je trouve que c'était intéressant journalistiquement.
c'est qu'il y a une sorte de frustration du journaliste se disant putain, on a laissé passer ça pendant des années, donc il faut qu'on trouve des coupables. Donc le coupable, c'est l'argent, c'est les sponsors, c'est la télé, etc. Et c'est un phénomène de société très intéressant. Parce que c'est vrai, et moi je défends, mes confrères et moi-même d'ailleurs, c'est que l'omerta était terrible. Alors évidemment, dans les dîners, c'était du temps de machin, ils prenaient des amphés, ils prenaient des trucs, oui. Mais l'histoire de l'EPO, du dopage industriel de Roussel, c'était un secret absolu. 99,9% des suiveurs vous diraient, et moi le premier, une semaine avant l'affaire Festina, qu'est-ce que vous pensez de Bruno Roussel? Moi je vous aurais répondu, avec des éducateurs comme ça, heureusement, le cyclisme est sauvé et on va vers de meilleurs jours, et c'est pour ça que les Français n'ont pas tant de bonnes perfs, c'est parce qu'on a des gens comme ça qui sont droits et tout. C'est ça qu'il faut remettre dans le contexte, c'est une histoire de dingo, quoi. Et je repense parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on voit le Tour de 96-97, il y a des moments, on sourit un peu finalement, parce qu'on a ce recul-là, parce que c'est facile, comme vous le dites, c'est facile de juger avec... Regardez le Tour 48, regardez le Tour 64, regardez ce que vous voulez, regardez 72, regardez Thévenet qui bat Merckx, regardez tout ça avec du recul. Il n'y a pas une étape que vous allez voir en vous disant, tiens, finalement, qu'est-ce qu'il était costaud ce jour-là, hein. Ça, je pense, hein. Si on le regarde avec ce prisme-là, c'est sûr que tout est suspect. Tout est suspect. La seule différence peut-être, et moi c'est ce qui me trouble en revoyant ça, c'est quand on voit Bjarne Riis. C'était la question que j'allais vous poser, parce que pour moi c'est un peu le symbole, et d'ailleurs Fignon en parlait lui-même, du coureur qui a été métamorphosé par l'époque, et c'est vrai que... Voilà. Alors nous, quand on réécoute le commentaire, il y a quand même pas mal de sous-entendus. Et un modeste équipier de Fignon qui d'un seul coup, on le dit évidemment, mais on ne dit pas il stoppe. Comment pourrions-nous nous dire d'ailleurs il stoppe? On n'a aucune preuve, on sait rien. Vous doutez bien que le journaliste il rentre pas dans la chambre. C'est un monde très particulier le vélo. Hein. Faut vraiment le connaître. Je dis toujours, j'ai jamais déjeuné ou dîné avec un coureur cycliste. C'est bizarre. Basket, j'ai fait le foot, j'ai fait tous les sports que j'ai traités. On se fait des copains, on arrive à se voir en dehors dans le vélo, ça n'existe pas. Je parle pour des commentateurs, pour des gens, c'est quand même particulier. C'est un milieu d'omerta, hein. Je n'ai jamais déjeuné ou dîné avec un coureur cycliste. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je me dis, c'est bizarre. C'est pas Alors après, j'ai vécu ça dans la politique. J'ai jamais déjeuné ou dîné avec un politique. Mais ça, c'était un choix. Parce que pour les cyclistes, il y a ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu d'occasion. C'est pas un choix de votre part. Oui, puis non, mais c'est vrai que je dis ça. Puis c'est aussi parce que c'est un sport difficile et que pendant le Tour, le gars, il va pas s'amuser à aller déjeuner avec vous ou dîner, évidemment. Donc moi, c'est là où on le voit le plus. Le soir de Paris-Roubaix, vous n'allez pas dire au gars, tiens, on va manger ensemble. La veille de Paris-Roubaix non plus. C'est vrai que c'est peut-être pas un indicateur en fait, je pense. Peut-être pas. Quel regard vous avez sur le cyclisme contemporain? Est-ce que vous le regardez avec autant de plaisir que vous pouviez le regarder il y a 30 ans? Je regarde pas. D'accord. Mais c'est pas que je suis contre, hein. Je regarde 3 étapes de montagne, 4 étapes de montagne du Tour, mais je regarde pas le cyclisme. Je suis passé à autre chose. C'est pas que je l'aime pas, mais je suis passé à autre chose. Entendu. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci. Bonne journée à vous. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner.